On va maintenant passer au deuxième dossier. Cette fois-ci, vous recevez en urgence un homme de 62 ans qui présente depuis 3 jours une désorientation temporospatiale, des douleurs abdominales avec des vomissements. Il pèse 70 kg pour 1,75 m, a perdu récemment 5 kg. Sa tension artérielle est à 14,9. L'examen somatique est normal. En particulier, vous ne retrouvez pas d'adénopathie. Et l'examen neurologique est lui aussi normal en dehors de cette désorientation temporospatiale. Les examens biologiques retrouvent une natrémie à 135, une kaliémie à 3,5, une créate à 175 micromoles par litre, une protidémie à 82 grammes, une calcémie à 3,30 millimoles, une phosphorémie à 1,4, ce qui est normal, on vous le précise, et enfin une numération formule sanguine qui retrouve de façon isolée une anémie normocytaire à 8,7 grammes. On vous demande, à la première question, quelles sont les grandes causes d'hypercalcémie et quelles sont les deux plus fréquentes. À la deuxième question, on vous demande quel examen vous devez faire en urgence et que recherche-t-il. Ensuite, on vous demande quelle est votre prise en charge thérapeutique dans l'immédiat et quel bilan proposez-vous. Au cours de votre bilan, vous retrouvez, en zoomant un peu sur sa radio de thorax, les lésions suivantes. On vous demande de décrire les anomalies que vous retrouvez sur cette radio. Et ensuite, quelles sont, au vu de cette radio, les étiologies qui sont alors possibles. Toujours dans les résultats de vos examens, vous retrouvez un de ces examens sanguins dont les résultats sont les suivants. On vous demande donc, premièrement, quel est cet examen, que retrouve-t-il et quel est alors votre diagnostic. Ensuite, à la question 8, on vous demande comment vous complétez le bilan. À la question 9, on vous dit que vous allez entreprendre un traitement par adriamycine et dexaméthasone. On vous demande à quelle classe thérapeutique appartient l'adriamycine et quelle est sa principale toxicité. Ensuite, vous avez hésité avec un traitement par thalidomide dans ce contexte et on vous demande quelle est la principale restriction de prescription de ce médicament et quels sont ses principaux effets secondaires. Donc, voilà pour les questions. On va maintenant passer à la correction. Donc, premièrement, quelles sont les grandes causes d'hypercalcémie ? Avec une faute d'orthographe. Et quelles sont les deux plus fréquentes et quelle est celle que vous devez absolument éliminer sur un interrogatoire simple ? Donc, les grandes causes d'hypercalcémie regroupent 90% des étiologies et ce sont les suivantes. La première, c'est les hypercalcémies malignes, c'est celle que vous devez évoquer en priorité du fait du risque. Les étiologies des hypercalcémies malignes, c'est soit des métastases osseuses des cancers ostéophiles, soit une hypercalcémie paranéoplasique par la sécrétion d'un analogue de la PTH ou PTH-RP pour PTH-related peptide. Et enfin, dans le cadre des hypercalcémies malignes, vous avez les hémopathies, au premier rang duquel vient le myélome. Ensuite, la deuxième grande cause, c'est l'hyperparathyroïdie primitive, qui peut aussi donner des hypercalcémies majeures, mais qui n'a pas le même pronostic sous-jacent. Et là-dessus, c'est les anomalies classiques où vous devez retrouver une hypophosphorémie, une hypercalciurie et une hyperphosphaturie associée à cette hypercalcémie. La cause que vous devez toujours évoquer, c'est, bien souvent en médecine, une cause iatrogène. Effectivement, de nombreux médicaments sont pourvoyeurs d'hypercalcémie. Tout d'abord, les intoxications à la vitamine D et moins fréquemment quand même à la vitamine A, les diurétiques thiazidiques et, beaucoup moins prescrits à l'heure actuelle, la théophiline et éventuellement le lithium prescrit dans le cadre des troubles bipolaires.
Les autres causes sont nettement plus rares. Si vous devez en retenir une ou deux, c'est sarcoïdose et dysthyroïdie. Les causes génétiques sont quasiment exceptionnelles, vous en verrez probablement pas. Donc, après avoir fait le tour des causes d'hypercalcémie, que devez-vous faire en urgence devant une hypercalcémie et pourquoi? L'examen à faire en urgence, assez simple, c'est l'électrocardiogramme du fait du risque de trouble du rythme et de la conduction. Donc, il recherche les signes électriques d'hypercalcémie qui peuvent engager le pronostic vital. On peut avoir un raccourcissement de l'espace QT, des troubles de la conduction avec au maximum des blocs auriculo-ventriculaires, et enfin des troubles du rythme ventriculaire avec extrasystole ou tachycardie ventriculaire, voire fibrillation, qui engagent le pronostic vital. Donc, devant cette hypercalcémie sévère, quelle prise en charge vous proposez dans l'immédiat? Tout d'abord, hypercalcémie sévère avec troubles neuropsychiatriques, comme c'est le cas ici, puisqu'on vous dit qu'il y a une désorientation temporospatiale, c'est une hospitalisation en urgence, au mieux en milieu de réanimation. Une surveillance scopée électrocardiographique et tensionnelle, on a vu pourquoi, du fait du risque de troubles du rythme et de troubles de la conduction. On pouvait rajouter surveillance neurologique ici, parce qu'il y avait des troubles neuropsychiatriques. La première chose à faire, c'est de mettre une perfusion pour faire une hyperhydratation avec du sérum physiologique, au moins 2 à 3 litres sur les premières 24 heures. Et enfin, pour faire baisser la calcémie, on peut proposer un traitement par biphosphonate par voie intraveineuse. Ici, il y a une insuffisance rénale, donc vous devez penser à adapter la dose des biphosphonates à la fonction rénale, en particulier si vous utilisez du zoledronate, c'est-à-dire que vous faites pamidronate, pas plus de 60 mg ici avec cette fonction rénale, et zoledronate, pas plus de 3 mg. Enfin, vous avez ici une désorientation temporospatiale, c'est-à-dire un retentissement neuropsychiatrique. Vous devez discuter l'intérêt d'une épuration extra-rénale. Elle n'est pas systématique, mais vous devez quand même le faire apparaître dans un dossier d'hypercalcémie sévère avec retentissement neurologique. Vous devez faire apparaître que vous avez pensé à faire éventuellement de la dialyse si ça ne s'arrange pas assez rapidement. Quel bilan proposez-vous face à cette hypercalcémie? Tout d'abord, quand vous avez une hypercalcémie, vous faites une albuminémie pour pouvoir calculer la calcémie corrigée. Je vous rappelle ici sa formule, c'est la calcémie plasmatique plus 0,02 que multiplie 40 moins l'albumine. Vous faites un bilan hépatique avec des phosphatases alcalines. Des phosphatases alcalines élevées pourraient vous faire penser à une lyse osseuse, donc une cause maligne. VSCRP, toujours pareil pour rechercher les causes malignes. Bilan phosphocalcique complet, calciurie, phosphaturie, en sachant, comme je vous l'ai mis ici, que votre bilan phosphocalcique complet sera très probablement perturbé par la perfusion que vous avez réalisée la question précédente de biphosphonate. Donc, pas forcé de le faire 3 jours de suite. Enfin, mettez-le de façon systématique, mais sachez que ce sera perturbé. Dans le cadre des hypercalcémies malignes, électrophorèse, protéinurie des 24 heures, en particulier Benz-Jones à la recherche d'un myélome, et dosage de l'apparate-hormone éventuellement, bien qu'ici vous avez une phosphorémie normale, et que s'il y avait réellement une hyperparathyroïdie avec plus de 3 millimoles de calcémie, la phosphorémie serait basse ou au moins limite. Au moindre doute, si vous pensez s'il y a une notion de prise de vitamine D, ou si vous avez un doute, toujours, mais avec une phosphorémie normale, probablement pas, vous pourrez faire une PTHRP. Mais là, il n'y avait pas d'indication à le faire de façon systématique, peut-être la vitamine D. On vous remet ici la radiographie et on vous demande de décrire les anomalies que vous y voyez. Donc c'est la même, un peu zoomé sur le côté droit de l'écran. Et donc, il s'agissait d'un cliché de rachis dorsal bas de face, où on avait dit radiothorax zoomé sur le rachis dorsal,
Et vous retrouvez sur cette radio une lise osseuse, qu'on va revoir sur les diapos d'après, de la 8e et de la 10e côte droite, avec une lise pédiculaire ou vertèbre borgne de la vertèbre D8. Ce qu'on peut voir ici. Donc ici, vous suivez bien la côte, pareil de ce côté, comme ça. Et ici, la côte s'arrête ici. En fait, il y a une lise osseuse ici, il manque un bout de côte. Vous avez la même chose ici, la côte s'arrête ici. Et en plus, vous retrouvez ici une vertèbre borgne avec la lise du pédicule. Je remonte sur la diapo d'après avec les flèches. Donc les lises costales et la lise du pédicule. Quelles sont donc les étiologies possibles devant cette hypercalcémie associée à une lise osseuse? Il s'agit donc uniquement des étiologies malignes. Donc, on en a vu une partie tout à l'heure. Donc, tout d'abord, les métastases osseuses des cancers ostéophiles. Vous pouviez citer prostate, rein, thyroïde, poumon. Ici, c'était un homme, donc il ne fallait pas citer le sein, par exemple. Et une cause paranéoplasique par sécrétion de PTH-RP était toujours possible en sachant que votre phosphorémie était normale. Et enfin, le myélome, dans le cadre des hémopathies, et plus rarement les lymphomes. Ensuite, on vous montre un examen biologique, on vous demande quel est cet examen, que montre-t-il, et ensuite, quel est votre diagnostic. Il s'agit donc, vous l'avez remarqué, d'une électrophorèse des protéides plasmatiques, et on retrouve sur cette électrophorèse un pic d'allure monoclonale qui se trouve à migrer au sein des gamma-globulines, et qui prend toute la place des gamma-globulines avec, à côté, une hypogamma-globulinémie polyclonale. Le diagnostic est donc celui d'un myélome multiple et, avec les lésions osseuses que vous avez et la calcémie, de stade 3. Je vous remontre juste. Donc ici, vous avez l'électrophorèse. Ce pic, ici, correspond à l'albumine. Ici, au sein des gamma-globulines, vous avez essentiellement un pic monoclonal. Normalement, vous devriez avoir un dôme comme ça. Et ici, il n'y a plus du tout l'aspect de dôme, et donc il n'y a plus du tout les autres immunoglobulines, les autres gamma-globulines, et il ne reste plus que ce pic monoclonal. À la question 8, on vous demande donc, ici devant ce myélome très probablement de stade 3, comment compléter le bilan. Tout d'abord, vous devez typer cette immunoglobuline monoclonale, donc vous faites une immunoélectrophorèse des protéides plasmatiques, ce qui vous permettra de dire si c'est une IgG, une IgA ou une IgD, ou si elle est kappa ou lambda. Vous faites, si vous ne l'aviez pas fait à la question du début, une protéinurie des 24 heures avec une protéinurie de Ben-Jones et une électrophorèse des protéides urinaires pour savoir si l'ensemble de la protéinurie est composé de chaînes légères ou s'il y a aussi un peu d'albumine pour savoir s'il y a une atteinte néphrologique liée au myélome. Et éventuellement une immunoélectrophorèse pour vérifier que la chaîne légère que vous retrouvez dans les urines est la même que celle du sang. Enfin, c'est toujours le cas. Et enfin, à visée pronostic, dans les examens qui n'avaient pas été faits, vous pouvez faire une bêta-2 microglobuline, si possible quand l'insuffisance rénale aura disparu, parce que la bêta-2 microglobuline augmente en cas d'insuffisance rénale. Là, l'insuffisance rénale était probablement liée à l'hypercalcémie. Il faudra vérifier quand la calcémie sera revenue à la normale. Et à ce moment-là, vous dosez la bêta-2. Enfin, le diagnostic de certitude du myélome repose sur un myélogramme et non pas sur une électrophorèse. L'électrophorèse, c'est forte suspicion. L'électrophorèse plus l'isosseuse, c'est forte suspicion. Et pour en avoir le diagnostic de certitude, vous devez faire un myélogramme et celui-ci doit retrouver des plasmocytes dystrophiques. Et c'est l'existence de plasmocytes dystrophiques sur le myélogramme qui porte le diagnostic de certitude du myélome. Sur les autres examens, bien sûr, il faut faire des radiographies de squelette pour voir s'il existe d'autres lésions osseuses. Donc, de façon systématique, devant un pic crâne face plus profil,
bassin, rachis cervico-dorso-lombaire face profil, et pour une grande partie des équipes, humérus et fémur. Les os plus distaux sont rarement le siège de lésions myélomateuses. Ici, il y avait quand même des lésions dorsales étendues. Vous pouvez faire une IRM rachidienne pour voir quelle est l'étendue des lésions au niveau du rachis et éventuellement s'il y a un retentissement au niveau médulaire. Enfin, vous pouviez, étant donné la localisation des lésions, faire un scanner thoracique, mais si vous en faites un, il doit être absolument sans injection de produit de contraste. Si vous avez injecté du produit de contraste, c'est 0 à la question. On verra pourquoi après, je vous expliquerai. Donc, vous avez un myélome de stade 3 avec des lésions osseuses multiples, vous décidez d'entreprendre un traitement par adriamycine et dexaméthasone. On vous demande quelle est la classe thérapeutique de l'adriamycine et quelle est sa principale toxicité. Donc là, on est dans le cadre de la question chimiothérapie. L'adriamycine est une molécule qui fait partie de la famille des anthracyclines. Et la principale toxicité de cette famille, c'est la toxicité cardiologique avec le risque d'insuffisance cardiaque. Et celle-ci est dose dépendante. Donc avant de mettre en route un traitement par adriamycine, vous devez évaluer la fraction d'éjection ventriculaire, que ce soit par une fraction d'éjection isotopique ou par une échographie cardiaque. Ensuite, on vous dit que vous aviez hésité avec un autre traitement qui marche très bien dans le myélome, qui est le thalidomide. Il y a des particularités quant à la prescription de cette molécule, on vous demande lesquelles et quels sont ses principaux effets secondaires. Le thalidomide, c'est un médicament qui a beaucoup fait parler de lui il y a 20 ou 30 ans, parce qu'il était donné chez les femmes enceintes pour les nausées et qu'il a entraîné de nombreux problèmes tératogènes. Donc la restriction d'utilisation, elle se fait uniquement sur prescription hospitalière, avec une autorisation temporaire d'utilisation. Vous devez remplir un dossier différent pour chaque patient. Le patient doit aller rechercher sa thalidomide à la pharmacie de l'hôpital. Et si c'est une femme, elle doit y aller avec un dosage des bêta-HCG. Si c'est un homme, ça pose bien sûr moins de problèmes. Mais il ne doit pas, même si c'est un homme, avoir d'enfant sous thalidomide. Quels sont les effets secondaires? Donc, tératogénicité, on vient d'en parler. Les principaux effets secondaires par ordre de fréquence, c'est somnolence et constipation. C'est des effets secondaires qui sont quasi systématiques. Pour la somnolence, ça passe avec le temps. Pour la constipation, pas trop. C'est dose dépendant et c'est quasiment chez tous les patients. On a aussi un risque de thrombose veineuse profonde qui est très augmenté, qui est encore plus augmenté quand on l'associe à l'adriamycine, ce qui fait que cette association est formellement contre-indiquée. Et ce risque de thrombose veineuse profonde se voit plus dans les premières semaines ou premiers mois de traitement. Enfin, le deuxième problème, mais à plus long terme, c'est la neuropathie périphérique, qui est cette fois-ci dose dépendante et qui apparaît pas dans les premiers mois, mais souvent un peu plus tard. Donc, les points forts de ce dossier, ce sont les suivants. Un dossier d'hypercalcémie, vous devez penser à caser l'électrocardiogramme dans une des questions. Vous devez savoir que l'hypercalcémie est une urgence thérapeutique et aussi savoir que les biphosphonates, ici que vous aviez prescrit à la question 2, ne font pas baisser la calcémie tout de suite, mais plutôt à 48 heures. Donc si vous avez vraiment une hypercalcémie menaçante, des troubles neuropsychiatriques, un risque cardiaque, cette fois-ci, il faut faire l'épuration extra-rénale. C'est une indication parce que vous savez qu'avec vos traitements habituels type biphosphonate, vous ne ferez pas baisser la calcémie tout de suite. Ensuite, quand vous avez un dossier ou un patient avec une lyse osseuse dont vous n'avez pas l'étiologie, vous ne devez pas réaliser d'injection d'iode, c'est-à-dire un examen, souvent un scanner pour rechercher un primitif, avec injection d'iode, avant d'avoir fait une simple électrophorèse pour éliminer un myélome et une protéinurie. Le risque est majeur d'insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë quand vous associez un peu d'iode et un peu de chaîne légère dans les urines.
vous avez une nécrose tubulaire aiguë et dont les patients ne récupèrent pas forcément. Cette toxicité conjointe de l'iode et des gènes légères font que l'injection d'iode doit rester une contre-indication formelle dans les myélomes. Les autres produits qui sont contre-indiqués, toujours pour les mêmes raisons, donc l'iode, on l'a vu, anti-inflammatoire non stéroïdien et aminoside pour la plupart des équipes, à cause du risque néphrotoxique.